BFM TV, le Live Weekend. Philippe Godin. Il est 13h30, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous BFM TV. Répond à vos questions. Et c'est Fanny Fegreiter qui nous rejoint. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe. On va se retrouver tous les samedis à 13h30 pour répondre aux questions des téléspectateurs de BFM TV. Le sommaire du jour. Alors on commence par dire bonne année déjà à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on revient, c'est la rentrée au sommaire donc de ce nouveau rendez-vous du samedi. Le froid polaire et le gouvernement qui préparent donc un plan grand froid. On en parlera, on vous donnera les détails. On vous expliquera également ce que c'est que cette vague de froid. Nous parlerons également des crues et cette question, est-ce que des indemnités vont se multiplier autant que se multiplient les phases de crue, notamment dans le Pas-de-Calais. 7 avions, Alaska Airlines, 20 minutes de vol, la porte ouverte. Que s'est-il passé ? On en parlera évidemment avec nos experts en la matière. Les intoxications également au programme. Vous le savez, les huîtres ont été interdites, certaines pendant les fêtes. Eh bien, ce n'est pas fini. Les coquillages aussi, certains sont désormais interdits à la consommation et à la vente. Et puis l'épiphanie, forcément. Ben voilà, faute d'huîtres, on va manger de la galette. Voilà, on est le 6 janvier, c'est l'épiphanie, c'est le jour de la galette. On vous dira tout sur cette tradition. Dégustation à la toute fin. Avant cela, on va tâcher de trouver un moyen de se réchauffer le froid. Oui, puisque le nord de l'Europe, on le sait, est frappé depuis quelques jours par une vague de froid exceptionnelle. Il a fait jusqu'à moins 33 degrés à Oslo en Norvège, moins 31 à Stockholm en Suède. Cette vague, elle descend vers nous maintenant dans le sud de l'Europe et sur la France. Loïc Rivière est avec nous pour nous en dire plus. Avec cette question, David qui demande combien de temps elle va durer cette vague de froid. Alors ça commence tout juste. En réalité, elle va c'est commencer le début, David. Lundi. Mais déjà, on s'inquiète. C'est là qu'on pourra parler d'un bon coup de froid conséquent, alors qu'il va durer au moins jusqu'à mercredi avec des gelées généralisées le matin, parfois pas de dégel dans l'après-midi. Ce sera encore froid pour la suite de la semaine, mais peu à peu, les températures devraient remonter. Donc, une semaine d'hiver, en réalité, ça fait près de 6 ans qu'on n'avait pas connu ça. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est plus habitué. Alors, c'est le Moscou-Paris qui est en train de se mettre en place dès ce lundi. Le vent sera très froid, glacial, la bise va se lever, le Mistral, la Tramontane seront encore très présents en Méditerranée. Vous voyez qu'on aura de la neige jusqu'en plaine. En Auvergne-Rhône-Alpes, de quoi blanchir les sols. Mardi, des gelées du nord au sud du pays cette fois-ci. Alors voyez les températures prévues en agglomération, souvent moins 3, moins 4 degrés. En sortant des grandes villes, on pourrait aller facilement jusqu'à moins 6, moins 7, moins 10 au pied des reliefs. Et un ressenti qui va souvent s'apparenter à moins 12 degrés sous l'effet donc du vent dans l'après-midi. Pas de dégel près des frontières du nord. Dans l'arrière-pays également, en allant près des côtes à l'ouest et jusqu'à l'intérieur des terres, notamment à Orléans. Alors Loïc, vous avez prononcé le mot Moscou-Paris. On ne parle pas de transsibérien. C'est pas un cocktail. C'est non plus un cocktail. Voilà, il faut s'en remettre. C'est quoi exactement ce phénomène et pourquoi il débarque chez nous? Est-ce que c'est habituel? C'est un grand classique en météorologie. En fait, l'anticyclone sibérien... Faites pas votre crâneur. L'anticyclone sibérien va rejoindre l'anticyclone atlantique en direction des îles britanniques. En fait, c'est lui qui va aspirer cette masse d'air qui descend tout droit du vortex polaire, donc du pôle Nord. En ce moment, on l'a dit, moins 43 degrés, notamment enregistré dans le nord de la Suède. Alors ce Moscou-Paris va diriger peu à peu cette masse d'air vers nous. Là où on va enregistrer encore moins 28 degrés à Moscou, on aura moins 3 degrés à Paris. Ce sera quand même un peu plus élevé, mais ce sera bien froid donc tout au long de la semaine prochaine avec ce phénomène. Donc de retour après quelques années d'absence. On suivra ça avec vous. Merci Loïc. Et dans ce contexte, forcément, le gouvernement se prépare avec un plan grand froid qui pourrait être réactivé dans ces prochains jours. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement à nos journalistes chez BFM TV. Pour l'instant, on en est aux réunions de préparation avec quelques mesures donc, qui pourraient être déployées. Tout d'abord sociales, solidaires, celle de la mise à l'abri, par exemple, des sans-domicile fixe, celle également des maraudes qui sont renforcées, c'est-à-dire qu'on va auprès des personnes fragilisées, on va également les recenser. Il y a des dispositifs d'alerte vigilance Météo France qui sont également mis en place avec une communication sur le site de Santé publique France et puis des mesures sanitaires également en prévention et aussi en curation pour éviter les épidémies, les multiplications également d'intoxication. Alors sur le terrain, on commence déjà à s'organiser dans l'attente de ce déploiement de ce plan grand froid. Damien Chartron, on vous retrouve, vous êtes à Annecy pour BFM TV et vous avez tout ce matin participé à des opérations pour aider les plus fragilisés avec ce froid qui arrive. Et vous avez notamment participé à la distribution de kits anti-froid. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de sacs à dos avec une polaire, un bas, des gants, de quoi tenir chaud, destinés aux personnes qui vivent dans la rue, aux SDF, et un sac de couchage résistant à des températures assez fraîches, assez froides. C'était organisé par une association, l'association Salem, qui fait des maraudes tous les samedis dans cette ville d'Annecy pour les plus démunis, et qui là, a fait un événement, on va dire, pour qu'ils arrivent à avoir un petit peu plus chaud. On attend évidemment des températures très froides à partir de mardi à Annecy. Écoutez 2 bénévoles qui ont participé à cette maraude. Au niveau du froid, oui, ils le craignent pas mal. C'est vrai que c'est plus compliqué pour eux au niveau du logement, de l'hébergement. Et du coup, nous, on essaye de leur apporter le plus de chaleur possible. Au-delà des repas et des dons qu'on essaie de leur transmettre, nous, on essaie vraiment aussi de privilégier le contact, le dialogue et la discussion. Et puis, c'est important pour nous et ça l'est également pour eux aussi, dans la mesure où ça crée un lien social et puis ça permet aussi de créer une forme d'échange. Et c'est 55 kits hiver qui ont été distribués donc à plusieurs SDF avec qui on a pu discuter et en échangeant un petit peu avec ces personnes qui avaient besoin aussi de ce lien social régulier avec l'association. Ils nous ont dit que plusieurs allaient dormir dehors pour différentes raisons, sur des cartons notamment. Donc évidemment ce sac de couchage est bienvenu, donc ça va être très difficile pour les jours à venir pour les personnes sans domicile fixe. Merci beaucoup Damien Charton avec Romain à la voix à Annecy pour BFM TV. Fanny, évidemment, ce froid il va venir s'ajouter aux inondations et là aussi ça pose beaucoup de questions. Oui, ça dure depuis trop longtemps dans certains départements, avec donc cette vigilance à l'heure actuelle sur 4 départements. Vigilance orange Météo France, risque de crue dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans les Ardennes et dans la Meuse. Soyez donc très vigilants à ces risques de crue. Cette question de Mariam dans ces circonstances. Ma maison a été inondée 3 fois en 2 mois. Elle n'est pas la seule, on a vu beaucoup de personnes dans ce cas-là, notamment dans le Pas-de-Calais. L'assurance va-t-elle me rembourser à chaque fois? On pose la question à Stéphanie Durafour. Bonjour, vous êtes porte-parole d'Assureland.com. Comment ça se passe effectivement pour ces personnes multisinistrées en si peu de temps? Alors, la difficulté dans ce genre de situation, c'est que comme on est sur des inondations, les inondations sont indemnisées au titre des catastrophes naturelles. Donc la première chose, c'est qu'il faut que les communes soient reconnues en catastrophe naturelle. Donc pour ça, il faut se tourner vers le maire qui en fait la demande. Il faudra voir si les communes qui ont été reconnues en novembre le seront par défaut à l'heure actuelle, mais dans tous les cas, c'est la première étape. La seconde, c'est que malheureusement, il faut ouvrir un nouveau dossier auprès de son assureur. On est bien sur un nouveau sinistre. Pourquoi? Parce que potentiellement, ce ne sont pas les mêmes dégâts qui ont été causés. Vous pouvez avoir du mobilier différent qui a été endommagé. Donc, il faut bien refaire un dossier, reconstituer un dossier, refournir les factures, les photos, les preuves de ce qui a été endommagé à l'assureur. Mais oui, bien sûr, les assurances sont là pour indemniser suite à ce type de sinistre si toutes ces conditions sont réunies. Merci pour ces rappels. Merci beaucoup Stéphanie Durafour. Donc il faut bien conserver aussi ces documents pour refaire à chaque fois ces demandes. Des crues qui risquent d'empêcher aussi le retour à l'école pour certains enfants. Demain, on le rappelle, c'est la rentrée pour tous les enfants. 13 établissements scolaires du Pas-de-Calais, par exemple, sont fermés. Vous le voyez, à partir de demain et pour plusieurs jours dans certaines communes. C'est le cas, par exemple, de la commune d'Arques. Bonjour Benoît Roussel, vous êtes le maire socialiste de cette commune du Pas-de-Calais. Demain, 3 écoles seront fermées dans votre commune. Comment ça va se passer? Écoutez, on a été impacté encore davantage avec cette nouvelle inondation qu'on a connue il y a quelques jours. On a pris 20 cm supplémentaires par rapport à la crue historique du 11 novembre. Et donc, on a davantage de rues qui ont été impactées. Et malheureusement, on a une école supplémentaire qui a eu de l'eau. Donc, la dernière fois, on avait 2 écoles touchées. Cette fois-ci, on en a 3. Donc, voilà, il va y avoir des enfants qui vont rester à leur domicile. Ils vont faire des classes à distance. Et on a une autre école qui va être déployée dans notre accueil de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire là où on fait le centre aéré. Donc les enfants, au lieu d'être à l'école, ils vont prendre leur quartier pendant quelques jours dans notre centre aéré. Alors ça va durer jusqu'à combien de temps justement? Vous parlez de quelques jours?
Alors l'objectif justement, c'est qu'on est en phase de décrue, donc on peut accéder à nouveau au bâtiment. Et donc une fois qu'on accède au bâtiment, il faut qu'on puisse faire des reconnaissances et puis chiffrer un peu les dégâts. Donc il faut déjà nettoyer, il faut jeter un certain nombre de livres, de meubles qui ont été endommagés. Et puis il faut qu'on s'assure de la sécurité. Est-ce que l'électricité fonctionne? Est-ce qu'on va avoir du chauffage? Est-ce qu'il n'y a pas des fuites supplémentaires qui sont à réparer? C'est pour ça qu'il nous faut du temps. Il nous faut la journée de lundi et mardi afin de mobiliser les entreprises qui doivent intervenir, mobiliser le personnel communal pour accueillir les enfants jeudi dans les conditions optimales. Merci beaucoup. On espère en effet, Benoît Roussel, que ces enfants pourront reprendre le chemin de l'école dans les plus brefs délais après donc ces dégâts un peu partout. On passe à ces questions extrêmement nombreuses depuis ce matin sur ces images qui vous ont tous choqués si vous les avez vues. Celle de cet avion qui a donc volé avec la porte arrachée. Énorme frayeur. Ouais, grosse frayeur. C'est un avion d'Alaska Airlines qui devait aller de Portland à Ontario aux États-Unis. 177 personnes à bord. Et vous le voyez, un atterrissage d'urgence qui a dû être fait hier dans l'Oregon avec le panneau de ce hublot du Boeing 737 MAX 9 qui s'est envolé littéralement après le décollage. Heureusement, pas de victimes, mais une vingtaine de minutes quand même de vol sous forte pression et grosse peur. Jean Serra, on en parle avec vous, consultant aéronautique BFM TV. Claude nous demande comment est-ce qu'un Boeing aussi récent, il a été récemment certifié en octobre, a pu ainsi voir sa porte arrachée. Là, visiblement, il y a un problème technique sur une partie métallique qui, avec la pression, puisqu'on pressurise l'intérieur de la cabine, ça appuie sur les portes, ça appuie sur les hublots. Là, visiblement, il devait y avoir une crique qui n'a pas été vue à temps. Je rappelle que l'avion, c'était son 3e vol de la journée. Donc, il n'y avait pas eu d'alerte avant. Et puis là, à peine après le décollage, ils sont arrivés à peu près à 4800 mètres d'altitude. Et là, d'un seul coup, l'issue d'aile, cette issue qui est très particulière, qui se trouve au niveau de l'aile, qui porte son nom, qui est une porte de secours, que les stewards et hôtesses, on n'y touche jamais. Personne n'y touche. C'est vraiment les gens du sol qui, de temps à autre, vont la vérifier, la ferment, mais personne n'y touche. Et c'est cette porte qui a cassé, et puis bien sûr qui a été poussée par la pressurisation de la cabine, qui a été jetée vers l'extérieur. Donc j'imagine la peur de tous les passagers, sans compter l'impact de la dépressurisation explosive qui a dû faire qu'ils ont dû avoir très mal aux oreilles. Oui, alors forcément, on ne sait pas encore si c'est une défaillance technique ou humaine. Ça, l'enquête va le déterminer. Est-ce que quand même, on peut expliquer comment un avion peut voler, ne serait-ce que même 20 minutes, avec une porte ouverte ? Oui, voler avec une porte ouverte, ce n'est pas un problème. Ce qui compte... Vous savez que ça nous interpelle quand vous dites ça. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que la cellule, elle, ne soit pas fragilisée. C'est-à-dire quoi, la cellule ? La cellule, c'est-à-dire la cabine complète, là où sont assis tous les passagers, avec la partie avant devant l'aile, la partie arrière qui est à l'arrière de l'aile. Si là, cet avion casse à cet endroit-là, alors là, effectivement, on ne peut plus rien faire. Malheureusement. Merci pour ces précisions de l'importance de la ceinture de sécurité. Allez, merci Jean, on va parler des huîtres pour se faire plaisir ou pas, parce qu'on n'en mangera pas. Ah oui, puisque les coquillages qui viennent de la zone de Couplas, précisément sur la commune de Bouin, en Normandie, sont interdits à la vente, interdits à la pêche, interdits au ramassage, au transport, au stockage. C'est la préfecture de Vendée qui le dit, puisque il y a une situation sanitaire défavorable, interdiction à cause d'une intoxication alimentaire collective qui a été relevée chez plusieurs consommateurs et qui a entraîné un type de gastro-entérite à cause d'un norovirus. C'est un virus responsable donc de la gastro-entérite, une situation qui a donc conduit à des interdictions temporaires de ces coquillages, comme ça a été le cas très récemment avec les huîtres, on s'en souvient, juste avant Noël, et qui avait donc mené à ces interdictions, dont le secrétaire d'État à la mer avait précisé le 31 décembre qu'il provoquait des interdictions à cause de ce virus, que c'était donc pas la faute des conchyliculteurs, mais qu'il fallait notamment surveiller le système de traitement des eaux usées, parce que c'est ça qui est mis en question par les conchyliculteurs aujourd'hui. Le ministre qui avait également promis des aides complémentaires, ça devrait se débloquer d'ici les prochains jours. Bon alors, faute d'huîtres, faute de coquillages, il nous reste heureusement la galette.
Il y a toujours la place pour un peu de gras, hein, comme ça, après les fêtes. Ah, ça voilà passe une bonne façon de vous toujours. vendre. Hein. Soyez le bienvenus. Voilà, du gras, du sucre, on aime ça. Et la galette encore plus. On est le 6 janvier. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Alors, la question, justement, que l'on nous pose aujourd'hui, c'est d'où vient cette tradition de la galette des rois? Alors, c'est généralement donc le 6 janvier, fête chrétienne de l'épiphanie, la fête des rois. Et donc, une référence aux 3 rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, qui ont rendu visite donc à l'enfant Jésus 12 jours après sa naissance et qui donc depuis on le voit est très célébré par exemple en Espagne. Hein. Là-bas c'est plus qu'une tradition, hein. C'est vraiment célébré dès hier soir avec ces parades, vous le voyez, du Dia de los Reyes Magos. Waouh. Voilà. Vous avez révisé pendant vos vacances. Je reviens de Barcelone. Okay, très bien. Tout ça. Et en France aussi. Venons à l'essentiel parce que lui aussi il a mis sa tenue de parade. Bonjour Quentin Le Chat. Vous êtes chef pâtissier du Royal Monceau à Paris, de ce palace dans lequel vous servez cette magnifique galette des rois. Alors, cette année, c'est quoi cette galette ? Ça reste il faut que ça reste un peu traditionnel, c'est-à-dire que c'est un gâteau sur lequel il y a de plus en plus d'innovation, mais il faut quand même garder une base de tradition. Donc alors c'est quoi la tradition? Parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles. On a la tradition frangipane, entre 2 feuilles de pâte feuilletée. On a la tradition aussi brioche, fourrée à la pomme, parfois au chocolat, parfois avec des fruits confits. C'est quoi alors? Plutôt, nous, on est à Paris, donc un peu nord de la France, on va dire, et donc on est plutôt sur du feuilletage avec de la frangipane. Donc on a réalisé une frangipane à la vanille. On a bien poussé en vanille, 2 types de vanille, Mexique et Tahiti. Quelques marrons glacés pour apporter encore un peu plus de gourmandise. Et un feuilletage simple, puis un feuilletage type pâte à viens à vos côtés. Ah, je vois pas que je vous entendais très mal. Là, ici. Non, il faut qu'on voit ce que vous parlez du feuilletage, mais ça c'est absolument magnifique. En fait, c'est donc un deuxième feuilletage. C'est là où on a innové un petit peu. C'est en fait une pâte à croissant. Donc on a un striage qui est différent. En fait, le feuilletage va se développer sur les côtés et non plus en hauteur. Donc on enveloppe en fait la frangipane à l'intérieur de cette pâte à croissant. Et qu'est-ce qui donne cette couleur foncée au feuilletage? C'est la cuisson. Déjà, la bonne matière grasse. On a 2 types de beurre. Ce qu'on appelle un beurre de tourage qui est un peu plus sec avec un point de fusion supérieur, moins chargé en eau. Donc, ça brunit un peu plus intensément. Et puis, moi, j'aime bien quand même quand le feuilletage est bien biscuité, bien torréfié. Que ça craque sous la dent. Ouais, bien sûr. Il faut que ce soit croustillant et voilà, apporter une certaine légèreté et pas que de la matière grasse. Et donc, on a de la frangipane, de la pâte d'amande. Donc, c'est de la crème pâtissière mélangée à de la crème d'amande, et nous on a choisi une poudre d'amande brune, donc un peu plus sèche, un peu plus torréfiée, qui tire vers des arômes de noisettes. Voilà. Et au-dessus, alors qu'est-ce qui décore cette jolie galette des rois? Alors ça, c'est l'enfer de ma brigade, puisqu'en fait, c'est mon petit cadeau en début d'année, on épluche des châtaignes et on va les passer finement à la mandoline avant de les déshydrater pour faire des petites chips de châtaignes. Magnifique. Ce qui fait que vos équipes vous adorent. Magnifique. Là, en ce moment, elles me détestent, mais j'espère qu'elles m'aiment bien quand même. Et en plus, elles ont l'air un peu dorées sur le contour. C'est vraiment. Oui, en fait, on a encore la peau légèrement, effectivement, des très fins, très croquants. Voilà, un peu un bouquet de châtaignes. Beaucoup de Français vont manger des galettes, là, évidemment, pendant le week-end et les semaines à venir. Beaucoup s'interrogent sur le prix. J'imagine que vous aussi, votre prix de revient, il a augmenté parce que les matières premières ont augmenté. Oui, bien sûr, le beurre a augmenté, tout a augmenté, même la farine. En plus, on a choisi d'ajouter 2 ingrédients Palace, mais c'est le but du jeu aussi. Donc la vanille et les marrons glacés. Donc effectivement, on a une galette luxe, mais qui, je l'espère et je le crois, vaut son prix. Et elle coûte combien? Qu'est-ce qui a le plus augmenté? C'est peut-être, juste avant de parler du prix, mais c'est le beurre, c'est la vanille? La vanille a toujours un prix quand même assez haut. Le beurre a augmenté dernièrement encore plus. Donc effectivement, ça se ressent. Et donc, nous, on la vend 60 €. Mais il faut savoir qu'elle fait quand même 1,1 kg. Donc, quand on rapporte en fait le poids au kilo, on est plutôt. Et là, on sert bien. Combien de gourmands là, sur cette. 8 bons gourmands. Vous n'avez pas Jean autour de la table. Ok, juste Jean alors. Ouais, voilà, Jean est très discret, on l'entend pas. J'ai peur qu'il parte avec la galette. Si je pouvais avoir juste le côté où il y a la fève, ça serait bien. Justement, la fève, ça c'est le point commun, parce qu'il y a toutes sortes de galettes, on le disait, mais il y a toujours ce point commun de la fève. La fève, vous avez choisi une fève particulière?
Ouais, alors je ne l'ai pas amené parce qu'il faut quand même garder un peu de secret. Vous avez raison. Mais effectivement, il y a un clin d'œil Royal Monceau dans la fève. Mais même moi, je ne sais pas où aller à l'intérieur. Voilà. C'est une œuvre d'art que vous faites chaque année. On se met à travailler quand sur sa galette des rois? On sait que pour les bûches, par exemple, on travaille très 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 longtemps en avance. C'est pareil pour la galette? Finalement, oui, on a toujours, un peu comme la mode, en fait, on a toujours une collection d'avance. Et puis, en fait, le meilleur moyen d'y penser, c'est de rester imprégné de ça. Donc, en fait, on commence déjà à réfléchir à celle de 2025, du coup. Une galette luxe, on le disait, servie donc dans votre palace. Est-ce que d'autres personnes peuvent l'acheter? Est-ce qu'on peut se la procurer en dehors du Royal Monceau? Oui, bien sûr. En fait, elle est destinée à la fois pour le brunch du Royal Monceau les dimanches, sur toute la partie janvier. Le bar aussi servira à la part cette galette, mais aussi un système de retrait, de click and collect. Donc, on peut réserver sa galette 48 heures à l'avance et puis venir la chercher et rencontrer les pâtissiers qui sont une joie de... Puisqu'on est dans les questions de téléspectateurs, il y a une certaine Annelise avec qui on travaille, qui fait ces galettes, qui, je suis sûr, a une question. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'améliorer, pour la sublimer? C'est quoi le petit truc, on ne fera pas la vôtre, mais qui permet de faire que notre galette soit quand même pas si mal? Ah, mais si on y met tout son cœur, elle est toujours très bonne, j'imagine. Mais non, le sourcing des produits est évidemment essentiel, puisque ça reste quand même assez simple dans les produits, farine... beurre, voilà. Donc, si on a des bons produits et qu'on prend le temps et puis refaire, l'expérience compte aussi énormément sur ces produits-là. Prendre le temps, c'est combien de temps, par exemple, pour réaliser celle-ci de galette? Difficile à quantifier toujours, mais ce feuilletage strié, on le produit sur 3 jours déjà. Les inserts, donc la frangipane, ça va assez rapidement, mais on a un deuxième feuilletage qui lui prend 4 jours, donc... du temps. C'est assez toujours difficile de quantifier la durée, puisqu'on fait élément par élément pour les rassembler avant de les cuire. Mais on passe du temps. On sait que la pâtisserie, c'est quelque chose qui cartonne. Les Français ne se privent pas de pâtisserie dans un moment d'inflation dur et fort, parce qu'on a envie d'un peu de réconfort. C'est toute la beauté de ce que vous faites, toute la beauté du métier. C'est ce qui nous pousse à nous lever le matin, effectivement, c'est d'aller... Alors, il y a un côté aussi un peu égoïste, c'est que moi, ça me fait très plaisir de faire des gâteaux aussi pour moi-même, en fait. Pas pour les manger, mais dans la création, dans même la construction, la production. Et puis, effectivement, de se dire que on apporte un peu de douceur et de gourmandise, c'est toujours motivant. Ouais. Et alors, cette galette, elle a un nom particulier ou vous l'avez baptisée? Oui, on a été très original, c'est la galette 2024. Bravo. Non, mais c'est bien la sobriété, des fois. Il faut rester. Sobriété dans le nom, mais après, le travail, il est plutôt dans la réalisation de cette œuvre d'art culinaire, on pourrait le dire, parce qu'elle est vraiment magnifique. Vous la servez jusqu'à quand? Jusqu'au 20 janvier en click and collect, donc sur le retrait. Et puis, on poussera un petit peu quand même jusqu'à fin janvier pour les retardataires et ceux qui en redemandent. Eh bien, c'était un plaisir de vous recevoir, d'admirer votre travail, le vôtre et celui de toute votre brigade. Merci beaucoup d'être venu. Merci Fanny, on se donne rendez-vous samedi prochain. 13h30 pour répondre aux questions des téléspectateurs de BFM TV. Jean, on vous laisse manger la galette. Vous restez avec nous sur BFM TV. L'après-info dans un instant. On va revenir évidemment sur cette énorme frayeur pour ces passagers de ce vol d'Alaska Airlines. Vous le voyez, cette porte qui s'est arrachée en plein vol. Ils ont fait 20 minutes de vol pour faire demi-tour et venir se poser à Portland avec ce trou dans la carcasse. Ça a secoué, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on va parler du froid aussi, évidemment. Ce froid polaire qui débarque sur la France. On est loin encore de ce qui se passe à Oslo. Moins 20 degrés aujourd'hui à Oslo. On retrouvera notre envoyé spécial sur place dans l'après-midi. Je vous dis à demain, 10h, pour le Live BFM. Bonne journée.